Bonjour les élèves. Écoutez, je pense bien à vous et aujourd'hui je vais corriger avec vous votre travail, votre recherche sur Colbert et son œuvre économique, en vous montrant comment moi j'aurais organisé ma petite synthèse sur ce personnage, hein, à partir des recherches que vous avez faites. Bon, évidemment, c'est l'œuvre d'un professeur, mais c'est pour montrer que je vous donne déjà toujours des choses possibles, hein, réalisables, et comment on aurait pu organiser ce travail, d'accord? Ensuite, j'aborderai la suite du cours sur la monarchie, l'absolutisme et Louis XIV. Alors, donc ça, c'est ce que vous aviez à faire un paragraphe d'une dizaine de lignes sur le ministre Colbert et son action économique en France au XVIIe siècle. Voilà le début de ma synthèse. Alors, au niveau des sites, moi j'ai pris sur le site Hérodote, qui est un site d'histoire. Il y avait l'Histoire pour tous aussi, et un autre qui s'appelle histgeo.com, si je me souviens bien, et j'ai évité de me jeter sur Wikipédia. D'accord, vous avez aussi des sites d'histoire qui font des biographies de Colbert qui sont vraiment très bien. Et personnellement, c'est là-dedans que j'aurais pioché. Sachez qu'en plus, sur Wikipédia, l'article consacré à Colbert est vraiment très long, si vous vous donnez la peine de tout lire. Alors, j'ai commencé là en disant Jean-Baptiste Colbert est issu d'une famille de marchands. C'est le contrôleur général des finances, autrement dit le ministre de l'économie de Louis XIV. Donc vraiment, c'est une phrase de présentation qui indique de qui on parle, qui donne des dates, hein. Vous savez qu'en histoire, on met toujours des dates dans une introduction pour savoir de quelle époque on va parler. Et puis en rouge, j'ai mis donc une petite question problématique. Alors, mon premier paragraphe donc commence sur une première idée, c'est l'idée de l'industrie, de l'artisanat et des manufactures. Donc je vous ai mis, il a favorisé la création d'une multitude de manufactures qui sont de grands ateliers, hein, c'est un peu l'ancêtre des usines, notamment faisant venir de l'étranger des artisans disposant d'un précieux savoir-faire. Peut-être que vous avez trouvé qui fait venir de Venise notamment des artisans du verre qui font de très jolis miroirs. Notamment, c'est le cas de la manufacture des Gobelins à Paris. De mémoire, c'est elle qui a fait les miroirs de la célèbre Galerie des Glaces du palais du château de Versailles. Donc, si vous regardez ce paragraphe, j'ai mis une affirmation générale. Il favorise la création de multitudes de manufactures. Et j'ai mis un exemple preuve. C'est le cas de la manufacture des Gobelins. Ok, donc toujours pareil, on argumente en mettant une affirmation générale, un exemple précis. Ensuite, deuxième paragraphe concernant le commerce, la mer et puis la colonisation. Là aussi, affirmation générale, il crée des ports de commerce. Exemple précis, le cas de Pondichéry en Inde. Il crée des compagnies de commerce. Exemple précis, la compagnie des Indes. Donc vous voyez à chaque fois, affirmation, exemple, affirmation, exemple. Et puis, j'ai défini le mot de mercantilisme, que je vous avais mis en mots-clés pour réaliser cette recherche synthèse. Voilà, donc j'ai défini des notions importantes. En conclusion, en bleu, je vous ai mis une phrase de bilan. Ensuite, j'ai mis une petite nuance, vu que vous savez que en histoire, on aime bien avoir l'esprit critique et montrer que tout n'est pas ni blanc ni noir, hein, que tout n'est pas rose dans l'œuvre de Colbert, hein. Son œuvre a été limitée par les guerres de Louis XIV qui ont affaibli économiquement le royaume. De même, la flotte de guerre, la belle flotte de Colbert, cette flotte a remporté une des rares victoires navales à Bévesiers en 1690 contre les Anglais, qui est une des rares victoires navales de la France. Et par contre, elle a perdu la bataille de La Hougue en 1692 avec plus des dizaines de vaisseaux français qui finissent au fond de l'océan. Enfin, dernière phrase, mais si Colbert fait un ministre important, il ne faut pas oublier le ministre de la guerre Louvois. Alors, c'est ce qu'on appelle une ouverture, c'est-à-dire une phrase qui ouvre sur un sujet qui est proche, un sujet qui est annexe, pour montrer qu'on n'a jamais tout raconté, hein. C'est un peu cette idée-là.
Voilà ce que vous pouviez faire en guise de synthèse pour votre recherche sur Colbert, le colbertisme et son œuvre économique. Bon, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez le moins de soucis, vous m'envoyez un message. D'accord ? Alors, je passe sur Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, où je vous ai mis notamment cette trace écrite pour vous indiquer ce qu'il fallait retenir sur cette ordonnance qui donne un grand rôle à la langue française. Vu que c'est déjà fait, j'enchaîne avec des impôts mieux prélevés, une population mieux encadrée. Alors c'est l'œuvre notamment de personnages qu'on appelle les intendants. Les intendants, c'est un petit peu comme l'ancêtre de nos préfets, au sein donc à l'époque des provinces françaises, vu qu'on ne parle pas encore de régions et de départements. Les départements, c'est une invention de la Révolution française. Alors j'ai mis le document que j'ai trouvé dans un manuel, qui sont en fait des consignes qui sont données à l'intendant de Picardie de l'époque. Donc je vous laisse lire le texte. Alors vous mettez pause si vous voulez, moi j'enchaîne. Il y avait plusieurs phrases qui étaient quand même cruciales dans ce document, qui est bien une source. Vous voyez que c'est quand même une lettre remise en 1674, donc qui date de 1674, donc par Louis XIV à son intendant. Donc vous voyez déjà que il y a une relation directe entre le roi et son intendant qui s'appelle le tonnelier de Breteuil. Ok. Donc, qu'est-ce que dit Louis XIV à son intendant ? Déjà, il lui dit que vous donnant pouvoir de faire le procès à tous gens de guerre ou coupables, donc qui commettront des rébellions. Donc tous ceux qui se rebellent ou qui portent atteinte à l'autorité du roi, l'intendant peut les juger, les condamner et les sanctionner. Donc là, déjà, l'intendant il est chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité à l'intérieur des provinces, et il a le pouvoir exécutif, et puis une partie du pouvoir judiciaire. Deuxièmement, toujours dans son rôle de pouvoir exécutif, il doit examiner si les rôles de taille et de l'impôt du sel ont été bien et dûment faits. Bon, si vous avez du mal à comprendre, cette phrase dit clairement que l'intendant, il est là pour vérifier qu'on lève bien l'impôt et que l'argent des impôts rentre bien dans les caisses de l'État. D'accord ? Donc, l'intendant est là pour surveiller le prélèvement des impôts. Souvenez-vous que la taille, c'est le principal impôt de l'époque que paye le peuple, notamment. Théoriquement, c'est pour payer l'armée et défendre le royaume. Dans la réalité, l'argent peut aller ailleurs. Autre phrase importante, pour informer de tous les abus, notamment de corruption. Donc l'intendant, il est chargé de surveiller les autres fonctionnaires de l'État, ceux qu'on appelle à l'époque les officiers, et pour pas que ceux-ci soient corrompus, pour qu'ils soient efficaces, compétents, qu'ils fassent leur travail correctement, qu'ils ne détournent pas d'argent. Donc l'intendant a une mission de surveillance et de renseignement aussi, de surveillance et de renseignement. Enfin, dernière phrase importante, que vous puissiez veiller à l'observation de nos ordonnances. Donc, les ordonnances, je vous rappelle que ce sont les lois. Donc, l'intendant est là pour veiller à la bonne application de la loi dans la province de Picardie. Donc, vous voyez que le roi contrôle bien mieux son royaume qu'au Moyen-Âge ou à l'époque précédente. Où vous aviez des ducs, des comtes, là ce sont directement des envoyés du roi qui administrent les différentes provinces. Ils surveillent à peu près tout le monde, les rebelles, les fonctionnaires, les gens du peuple, etc. Et ils rendent compte directement au roi. Donc le roi, contrôle bien mieux son royaume. Si vous avez besoin de faire donc une trace écrite sur ce document, partez un petit peu des mots-clés. Le mot important qui est l'intendant, l'idée de surveillance, l'idée de prélèvement de l'impôt, l'idée qui surveille
les autres fonctionnaires pour qu'ils ne soient pas corrompus, qui veillent à l'application de la loi, que c'est le représentant du roi dans les provinces françaises. C'est l'envoyé du roi, clairement. Voilà, je pense qu'avec ça, vous pourrez faire une trace écrite pour votre cours vraiment très facilement. D'accord ? Là aussi, si vous avez un problème, vous me contactez. Ensuite, un territoire mieux contrôlé, une monarchie plus présente dans le royaume. Donc la monarchie est plus présente au quotidien, donc par l'intermédiaire des intendants, mais pas qu'avec ces personnages-là. Elle est aussi bien plus présente par l'intermédiaire de garnisons et de forteresses. Là, vous avez cette étrange forteresse en Alsace, qui a une forme étoilée. C'est donc le plan de la photo de Neuf-Brisach, forteresse construite ex nihilo sur le plan de Vauban pour la défense de l'Alsace. Et c'est en même temps une forteresse et une ville nouvelle. C'est donc une ville créée de toutes pièces par le roi, sur une forme octogonale et avec plusieurs lignes de défense. Qu'on parle de défense bastionnée, qui forme un petit peu une étoile. Vous avez donc là à droite le plan réel de cette forteresse de Neuf-Brisach. Donc, comment dire, le roi crée un véritable réseau de forteresses qu'on appelle donc le précaré à l'époque, et ces forteresses aident le pouvoir à surveiller, à contrôler son territoire, car ces forteresses sont là pour lutter contre les menaces intérieures et extérieures, c'est bien précisé, pour défendre le royaume contre les armées ennemies, mais aussi pour prévenir toute forme de révolte. Et du coup, les territoires les plus éloignés de Versailles et de Paris sont finalement bien surveillés par ce réseau de forteresses installé par Vauban, qu'on appelle le précaré. Alors, pourquoi, vous allez me dire, elles ont cette forme étrange d'étoile ? Je suppose que la question vous trotte dans la tête. À cause de ceci, on n'est plus à l'époque des châteaux forts du Moyen-Âge, on est à l'époque de l'artillerie, des canons, et vous voyez, lorsque vous avez des forteresses du Moyen-Âge avec des tours rondes, ça crée en noir, là, en noir foncé, un angle mort, par lequel les ennemis pourraient tenter d'attaquer, de bombarder ou simplement de prendre d'assaut cette tour en attaquant directement sur son angle mort. D'où le fait que les forteresses de l'époque ont des formes géométriques, par exemple c'est un pentagone, un hexagone, un octogone, et elles n'ont pas des tours rondes, elles ont des bastions triangulaires. D'accord. D'autre part, les bastions triangulaires, le boulet de canon, on va dire, glisse mieux sur une forme angulaire qu'une forme ronde. Il y a aussi cette raison-là. Donc, comme je vous le disais, ce personnage donc, qui s'appelle Vauban va moderniser, créer ou retoucher plus de 300 forteresses partout en France. Et là, je vous ai mis donc une carte que j'ai prise sur le site de l'histoire.fr de son précaré, c'est-à-dire de son réseau de forteresses. Alors, vous avez peut-être connu, vous êtes peut-être déjà allé à Briançon, donc en Savoie, où vous avez des forts qui ont été réalisés, alors pas par Vauban directement, mais par un de ses ingénieurs militaires. Les forts de Briançon sont typiquement l'œuvre de Vauban. De même, il a retouché le fort Mont-Dauphin dans les Alpes et toute une série de forteresses, et fait aussi des forteresses maritimes. Si vous allez à Brest, par exemple, vous verrez la petite tour Camaret. Voilà. J'espère que vous avez bien écouté, que vous avez pris des notes dans votre cours sur ces thématiques-là, sur le Colbert, sur les intendants, sur les forteresses de Vauban. La prochaine fois, j'étudierai les limites de la monarchie absolue et du pouvoir du roi, parce qu'encore une fois, Louis XIV, c'est pas un dictateur comme Hitler. Merci pour votre écoute.